plutôt compliqué. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à être au domaine de Pachan ce soir. C'est pour moi un territoire d'abord ressourçant quand on arrive de l'Assemblée nationale, où le rythme est plutôt très agité en ce moment. Mais il y a l'agitation médiatique et puis il y a le travail de fond. Aujourd'hui, vous avez bien compris que les médias s'engouffrent plus dans l'agitation que dans le travail de fond. Et sur ce sujet, en parlant de travail de fond, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas eu de sortie de visite terrain ou autre. J'ai fait du travail de fond, j'ai donné 4 interviews sur l'hydrogène, parce que dimanche, il y aura, je me rends en Allemagne, la première circulation commerciale du train à hydrogène en Europe, porté par Alstom, notre fleuron français. Et vous savez ô combien je m'investis sur ce sujet, puisqu'une mission m'a été confiée par le Premier ministre Édouard Philippe pour homologuer le premier train hydrogène en France sur notre territoire avant la fin du quinquennat. Donc, c'est une mission qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est une mission pour le territoire et je fais le vœu ce soir devant vous et devant la présidente de l'association militaire qui a milité de nombreuses années. On a pris le train pas mal de temps ensemble, Marie-Pierre Vialenouan, habitante de Cussac, que cette expérimentation se fasse sur notre terre médocaine. Et Marie-Pierre, tu sais combien je suis avec toi dans le combat pour faire vivre cette colonne vertébrale du Médoc. Alors, le domaine de Pachan, c'est pas par hasard ce soir. Le domaine de Pachan, d'abord, merci au monde de la chasse de nous accueillir ici pour cette rentrée parlementaire. Et Henri Sabarot va nous rejoindre dans quelques minutes parce qu'il avait un conseil municipal à Carcan et il aura sans doute quelques mots tout à l'heure. On partagera un moment convivial à l'extérieur parce qu'il faut encore profiter de cette arrière-saison, de cet été indien. Et j'ai pris beaucoup de plaisir au fil de ces derniers mois à travailler de façon intense et étroite avec Henri Sabarot sur un sujet qui nous a réunis, c'est la réforme de la chasse. Et vous n'êtes pas sans savoir que la réforme de la chasse est à l'origine du tourbillon médiatique, nous dit-on, que nous avons vécu ces dernières semaines. Enfin, ça c'est ce que les médias ont essayé de nous dire. Soi-disant, lobbyistes pourraient participer à une réunion pour vendre tel ou tel sujet pro-chasse, nous dit-on. En réalité, ce lobbyiste, ce représentant d'intérêt, travaillait depuis plusieurs décennies avec toutes les majorités pour représenter le monde de la chasse. Et moi qui étais au cœur des négociations de cette réforme, je me suis empressé de dire que oui, on était tous les lobbyistes de quelqu'un. Aujourd'hui, si vous êtes tous là, c'est que vous êtes tous les lobbyistes de votre territoire. Le Médoc, j'ai vu des lobbyistes d'Ésine, j'ai vu des lobbyistes de Ludon, j'ai vu des lobbyistes de Soulac, j'ai vu des lobbyistes, messieurs les maires, le maire du Temple, le maire de Castelnau. Donc, nous sommes tous des représentants d'intérêt d'un territoire. Et nous avons essayé, en tout cas, de défendre la chasse populaire, parce que la réforme proposée, il y avait un certain nombre de dangers, et une vision souvent trop parisienne, trop bobo. Et avec Henri Sabarot, nous avons obtenu un certain nombre d'arbitrages en faveur de la chasse populaire. Et Henri en parlera sans doute aussi bien, voire mieux que moi tout à l'heure, parce qu'on est attaché à ce partage d'un loisir accessible à tous, et particulièrement en Médoc. Je ne rentrerai pas dans le jargon technique de cette réforme, mais en effet, ça a occupé mon été. Troisième raison, je parlais d'abord de Pachan parce qu'il
il y a un environnement surtout superbe ici. On est attaché à la biodiversité et les chasseurs, loin de l'image des premiers écologistes de France, vous pouvez le voir à Pachan, ont en effet une action engagée pour nos territoires. Je parle souvent de sécurité routière parce que je suis président à l'Assemblée nationale du groupe Route et Sécurité routière. S'il n'y avait pas de battu de sangliers, nous ne pourrions pas circuler aussi bien que nous circulons. Il faut reconnaître donc l'action du milieu cynégétique et je tiens ce soir, bien sûr, à leur rendre hommage par leur action qu'il faut soutenir. Et ce qui a été fait au domaine de Pachan ici avec ces 80 hectares de réserve pour la biodiversité est un exemple d'action positive pour notre territoire. Donc ça, c'était la deuxième raison du choix de ce soir. La troisième raison, c'est les racines. Dans le sud-ouest, on connaît bien les tempêtes. Et en ce moment, je dois dire que ça souffle. Ça souffle plutôt fort. Et d'ailleurs, les girouettes sont de retour. Certains retournent leur veste plutôt facilement en fonction des intérêts. Donc, en période de tempête, il est important d'avoir des racines solides. Tel un chêne, on est au milieu d'un magnifique parc de ce domaine de Pachan, et ces racines, c'est important. Et à Pachan, c'est pour moi une terre de fidélité vis-à-vis du milieu cynégétique, des amis chasseurs, la loyauté, l'amitié, et ne pas oublier, parce que si je suis là aujourd'hui devant vous et au Parlement quotidiennement, c'est grâce à vous, c'est vos suffrages qui m'ont porté à l'Assemblée nationale, et ça, dans les tourbillons parisiens, il faut savoir ne pas oublier ses racines. Et je suis un homme de territoire, je n'ai pas été un parachuté, un homme d'appareil, et dans ce sens, j'ai annoncé mercredi à l'Assemblée nationale que dans la majorité parlementaire, compte tenu de ce qui est reproché souvent par les médias à cette majorité parlementaire sans ancrage territorial, de lancer un cercle de travail plutôt girondin. Girondin dans l'esprit, pas au sens géographique, vous l'avez compris, face au centralisme parisien. Car, je le crois, dans un contexte de raréfaction de l'argent public, les solutions sont sur le territoire et sont européennes. Et il est de notre responsabilité d'anciens élus locaux que j'ai réunis mercredi matin avec mon collègue député des Hautes-Pyrénées, de Bagnères de Bigorre, qui avait comme moi ce profil d'enraciner à un territoire, d'ancrage territorial, de réunir toutes les personnalités de la majorité qui ont cet ancrage territorial et qui souhaitent faire vivre à Paris cet esprit girondin. Nous devons faire confiance à nos territoires et écouter nos territoires. Je le dis, on a vécu ensemble le tourbillon médiatique des 80 km/h. J'ai fait savoir, j'ai fait entendre ma petite musique sur le sujet. J'ai dit, si nous souhaitons décider cela depuis Paris, nous pouvions appliquer cela sur les routes sans marquage au sol. Et je parle là devant un professionnel de la sécurité routière, le CER de Blanquefort, qui est une magnifique réussite en matière de sécurité routière, notamment vis-à-vis des personnes à mobilité réduite. Mais la meilleure des solutions, à mon sens, c'était de faire confiance aux maires, aux départements, qui connaissent mieux que quiconque le réseau routier. Et ça a été surtout l'occasion pour moi de mettre en avant la dégradation de notre réseau et l'accident terrible de Gênes cet été
a marqué les esprits à jamais, parce qu'en France, aujourd'hui, nous fermons un pont par jour. Là est le véritable enjeu. Il y a eu, dans les majorités précédentes, des baisses de dotation drastiques aux collectivités territoriales. Les maires que vous êtes et que j'étais ont subi ces violentes dotations, et la première variable d'ajustement, ce n'était pas l'éducation, c'était souvent les routes. On a sous-investi sur les routes ces 30 dernières années, donc il est urgent aujourd'hui d'avoir un plan de désenclavement, un plan de régénération massif, et les augmentations de crédits budgétaires sont au rendez-vous. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, avec qui j'ai travaillé longuement dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures, met le paquet sur les régénérations de réseau, l'entretien. Alors il est clair, ça paye beaucoup moins qu'aller couper un ruban pour inaugurer une nouvelle infrastructure. Mais ça permet d'avoir des trains à l'heure, des routes sans trous et des transports du quotidien fiables. Et nous, Girondins, sommes attachés à tous ces sujets. Alors, je vais vous donner un scoop. La ministre des Transports devrait venir dans quelques jours sur notre territoire girondin. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre des assises de la mobilité, et je vois Christian Boucaré, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport de la Nouvelle-Aquitaine, avec qui on travaille régulièrement au sein de l'association Avenir Transport, qui avait été lancée il y a quelques années par un excellent ministre des Transports, Dominique Bussereau, et dont j'ai la lourde responsabilité de reprendre le flambeau. Donc j'essaie d'honorer cette magnifique mission. Et ces assises de la mobilité déboucheront sur une loi d'orientation des mobilités. Alors, il y a eu le nouveau pacte ferroviaire qui a été discuté au Parlement au printemps. Le sujet s'est un peu enlisé. Nous en sommes sortis. C'était une question de survie pour notre service public ferroviaire. Les mesures ont été prises. C'est une urgence vitale. Et aujourd'hui, la SNCF est remise sur les rails, en tout cas sur les rails d'un modèle économique vertueux. Il faudra après, à l'intérieur, un certain nombre d'années pour insuffler une politique qui permettra, en effet, d'avoir une politique ferroviaire au niveau de la Suisse, qui est, à mon sens, le meilleur exemple au monde. Et dans le cadre de cette loi, le nouveau pacte ferroviaire, qui a été débattue donc ces derniers mois, nous avons mis le paquet justement sur la régénération sur le réseau ferroviaire. Et l'esprit de la loi d'orientation des mobilités, qui sera débattue au Parlement dès l'année prochaine, sera dans cet esprit-là. J'ai fait remonter un certain nombre de propositions, parce qu'il faut toujours connaître ce matin à la presse. Et d'ailleurs, beaucoup sont reprises. J'aime bien quand on reprend mes idées, ça me fait plaisir. Quand c'est repris par des personnalités importantes. Alors, la première proposition, c'est la régulation des poids lourds sur la rocade. Je crois qu'il est important d'avoir un système qui permette d'éviter les poids lourds à certaines heures de pointe. C'est une mesure applicable rapidement, une mesure qui sera applicable dès que la loi d'orientation des mobilités sera votée. La boîte à outils sera à disposition de la métropole, et j'espère que la métropole se saisira de ce sujet-là. Deuxième proposition que je fais pour la Gironde, c'est avoir une voie dédiée sur la rocade pour le covoiturage.
Aujourd'hui, sur le covoiturage, si nous avions 1,5 personnes en moyenne par véhicule, nous réduirions la congestion par 2. Au même titre sur les poids lourds. Les poids lourds prennent 20% du trafic sur la rocade. C'est très technique, mais c'est très à l'image. Si vous aviez moins de poids lourds aux heures de pointe, un poids lourd c'est minimum 4 voitures, vous dégageriez des capacités majeures sur la rocade. Donc ces deux mesures-là permettraient de décongestionner rapidement la rocade avec la fin de la mise à 2x3 voies de la rocade qui est sur les rails et sur laquelle nous avons obtenu les crédits budgétaires dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, donc, qui fait partie du bouquet de mesures que je propose ici. Troisième mesure, un plan de déplacement des entreprises et des administrations publiques. Il y a certaines parties de la journée où le réseau est sous-utilisé, encore que maintenant on se retrouve plutôt bloqué même à 14 h. On a tous eu ces tristes expériences sur la rocade. Mais je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, et là c'est une mesure que l'on peut mettre en place très rapidement, inciter les administrations, les universités à décaler leurs horaires d'ouverture. Quand on est universitaire, on préfère commencer à 10 h et finir un peu plus tard pour aller finir, faire un petit peu la fiesta quand on est jeune, au bar de la Victoire. Donc tout ça, ce sont des solutions concrètes et qui peuvent être applicables rapidement. Quatrième mesure, les RER métropolitains. On a la chance, au cœur de la métropole, ce n'est pas le cas de toutes les métropoles, mais à Bordeaux nous l'avons, d'avoir une infrastructure ferroviaire existante sur laquelle il faut investir. Il faut la moderniser pour avoir plus de trains, plus de cadence, offrir une fréquence beaucoup plus forte pour inciter les Girondins à laisser la voiture au garage et à aller à Mérignac, par exemple, ou pour les hospitaliers à la gare de Mérignac-Arlac, qui dessert la cité administrative, qui dessert l'hôpital, un des plus gros bassins d'emploi de la Gironde, en RER métropolitain. Cette solution peut être mise en place très vite si la région, et je salue l'arrivée du conseiller régional Henri Savaro, je vais lui demander d'avancer, et la métropole travaillent main dans la main. Et c'est tout cet esprit, c'est dans cet esprit qu'il faut travailler. Cinquième point, je pense que nous devons être dans l'innovation permanente. Sur le site de Blanquefort, nous avons aujourd'hui 4000 emplois. Alors, 4000 emplois, Ford c'est 1000 emplois pour vous donner le ratio. Il y a tout un tas d'entreprises en développement, de start-up avec l'écoparc. Sauf que quand on descend à la gare de Blanquefort, il faut après se rendre dans cette immense zone industrielle. Quand on arrive de Bordeaux ou d'ailleurs, je pense que le site de Blanquefort est tout à fait adapté pour une expérimentation du véhicule autonome. Et là, ça fait partie des chantiers parlementaires qui sont sur la table. Bruno Le Maire est en train de présenter la loi Pacte qui permettra d'adapter la réglementation aux véhicules autonomes. Donc, j'appelle de mes voeux cette expérimentation sur ces terres de l'écoparc de Blanquefort. Autre mesure dans le cadre des transports, un plan hydrogène. Je crois que par rapport à la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre, c'est une chance, je parlais d'innovation, d'avoir en Médoc Stelia Composite qui fabrique les réservoirs hydrogène, d'avoir avec Keolis, et je salue la pugnacité du président Jean-Pierre Farandou, qui est un Bordelais à la tête de Keolis, cette entreprise qui rayonne à travers le monde, qui fait des bus en Australie, à Las Vegas, à Boston, qui est en capacité aujourd'hui, qui propose déjà des bus à hydrogène sur la métropole de Bordeaux. Donc, il faut aller plus loin, proposer, comme c'est le cas à Paris, des taxis hydrogènes, ça existe. Ce n'est pas une chimère. Dans l'imaginaire collectif, ça fait peut-être 100 ans qu'on parle de l'hydrogène, parce que l'électrolyse existe depuis plus d'un siècle. Et la réalité, c'est qu'on sait faire, nous avons le savoir-faire. Je parlais des réservoirs hydrogène qui sont faits à Salonne, en terre médocaine. Donc nous avons tout ce savoir-faire qui permet
de lancer les taxis hydrogènes, les bus hydrogènes, le train hydrogène, un véritable cluster hydrogène. Mais avant toute chose, il faut qu'on ait une filière européenne parce que, certes, les réservoirs sont faits en Médoc, mais les piles à combustible sont importées en Europe et les électrolyseurs, on a plutôt une filière fébrile. Donc il est de notre responsabilité de soutenir le lancement d'une filière hydrogène. Et en effet, la Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez compris, a plutôt toutes les cordes à son arc pour lancer cette filière d'avenir, parce que nous ne devons pas être résignés sans réponse face au départ de Ford, qui, en effet, a fait le souhait de partir. Et j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc je pense qu'il faut maintenant se tourner vers les solutions du futur. Dernière... je parlais tout à l'heure de la fin de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade que j'ai obtenue dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures parce qu'elle n'était pas financée avec un système d'adossement, et j'appelle de mes voeux ce financement par adossement, c'est-à-dire qu'il est financé par les concessions autour de la rocade de Bordeaux. Et dernier sujet, je pense qu'il est urgent parce que la voiture a un avenir certain. À Bordeaux, on pourra circuler en vélo, en RER, métropolitain, en tramway, mais nous aurons encore besoin de nombreuses décennies de la voiture en Médoc, qu'elle soit à essence, à hydrogène ou électrique. Donc nous aurons besoin de capacité, d'un réseau performant. Donc oui, je demande d'urgence le lancement, en tout cas de nouveau, de réouvrir le projet de l'étude du grand contournement autoroutier de Bordeaux. J'aurais pu rajouter, je le disais à mon équipe en venant, une 10e mesure sur les transports. D'ailleurs, on va la rajouter ce soir ensemble, si vous me donnez quitus. C'est la régionalisation du port de Bordeaux. Le port de Bordeaux, c'est quoi? C'est pas que Bassens. Le grand port maritime de Bordeaux, c'est tout l'estuaire de la Gironde, de Bordeaux, jusqu'au Verdon-sur-Mer. Nous devons avoir une stratégie territoriale pour ce port. Nous avons trop longtemps souffert d'échecs parce que les décisions sont prises à Paris. À Paris, on travaille sur les solutions du futur. Ici, les maires le savent mieux que quiconque, nous sommes aux manettes. Nous sommes des opérationnels. Faisons confiance au territoire pour gérer et redonner une dynamique pour le port de Bordeaux. Il y a toute une stratégie foncière de valorisation à mener. La force que nous avons d'un point de vue touristique avec la Cité du Vin qui permet d'irriguer tout ce territoire tel la vallée du Douro à Porto, ça se fait. Quand on va aussi en Australie, on voit qu'on prend le ferry pour traverser d'une rive à l'autre, comme on prend le tramway ou le bus. Il faut arriver à cette culture d'utilisation de notre fleuve. C'est une chance et aujourd'hui c'est un axe, un réseau qui est sous-utilisé. Alors, on me dit que le préfet a rendu son rapport à la ministre des Transports il y a quelques heures. On me dit aussi que le climat est plutôt chaud, qu'il n'y a plus de dragage depuis le 24 août. J'en appelle aux responsabilités et aux mesures d'urgence que sont une nouvelle direction pour le port et, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, une régionalisation du port dans un esprit girondin. Voilà pour les mesures que je souhaitais aborder ce soir avec vous, puisque vous, sans doute, les découvrirez, alors soit reprises par un certain nombre de personnalités, soit vous les entendrez parce que je souhaite les porter dans les prochains mois et les défendre bec et ongles, parce que notre territoire girondin en a besoin. Enfin, je ne peux pas être appachant, Monsieur le Président de la Fédération, Henri, sans évoquer l'axe qui mène à Pachan, l'axe routier. On m'appelle le surveillant chef des routes départementales. Mais oui, par force de pugnacité, nous avons obtenu le changement des panneaux entre l'Espar et Soulac. Ils étaient effacés depuis près de 10 ans, je parle sous couvert d'élus soulacais. Ils ne savaient plus comment faire. Ils écrivaient, je crois, tous les mois. Je parle sous couvert de l'adjoint à la voirie de Soulac-sur-Mer. Nous avons obtenu cette année le remplacement de tous les panneaux.
c'était à l'image du sous-investissement du département sur cette partie du territoire girondin. Donc nous allons continuer, et quand je vois cet axe de la RD 209 qui dessert la fédération, plus grosse fédération de chasse de France, 25 salariés, 3 millions d'euros de budget, c'est ça, Henri ? Un peu plus. On ne peut pas laisser une desserte de ce type-là ici, qui plus est une artère vitale pour notre presqu'île médocaine. Il n'y en a pas 36, il y a la D2 et il y a la RD 209. Donc, on me parle de difficultés de dossiers environnementaux. D'ailleurs, je pourrais faire un parallèle avec ce qui se passe au Taillan, la déviation du Taillan, l'Arlésienne, le fameux papillon. Il ne faudrait pas que l'on se cache derrière l'environnement pour ne pas faire. Et j'ai cru comprendre que le dossier déposé au CNPN avait été un peu léger. Donc je fais le vœu, et je propose au président Guès, que je rencontrerai dans les prochains jours, que les services de l'État l'accompagnent pleinement pour déposer un dossier au mois d'octobre, costaud, qui permettra d'avoir l'avis favorable donc d'un point de vue environnemental, qui permettront de lancer les travaux d'urgence. Je me suis entretenu avec le préfet sur ce sujet, le préfet de région, et il m'a dit « Nous pourrons compter sur l'appui des services de l'État pour aider le département dans un dossier béton, de façon à lancer les travaux qui s'imposent d'urgence sur la déviation du Taillan, et je l'espère par la suite, sur la RD 209. » Ensuite, un sujet qui montre à quel point l'esprit girondin est important. Vous voyez, je n'arrête pas de passer du local au national volontairement pour vous montrer l'articulation dans ce mandat passionnant de député. C'est celui de la réforme constitutionnelle qui a été interrompue par les affaires. Alors, les affaires, bon, ça a surtout permis à nos oppositions d'exister. Parce que la réalité, c'est que les oppositions n'ont aucune proposition. À droite, à gauche, ils sont dans l'inexistence politique. Ils ne proposent rien. Ils étaient aux responsabilités. Qu'ont-ils fait? Quand j'entends l'ancien président de la République, François Hollande, nous donner des leçons sur le prélèvement à la source, j'ai envie de leur envoyer sur le sujet du fiasco de l'écotaxe, moi qui suis attaché au sujet de la mobilité. Et j'appelle à un peu plus d'humilité de sa part. Ça fait 1 an que nous sommes élus. Je crois qu'ils ont été au pouvoir pendant plusieurs décennies. Et je ne voudrais pas que les éléphants reviennent. Je crois que les Français ont envoyé l'année dernière un message fort. Le message du renouvellement. Le message de l'envie de transparence. L'envie de l'action. L'envie de la transformation. Et votre présence aujourd'hui, qui est au passage plus forte qu'Attalée l'année dernière, prouve bien que votre attente est réelle et elle oblige, et dans le rythme que, j'avoue, je vis est un peu compliqué entre le Médoc et Paris, encore que maintenant on met 2 heures entre Paris, l'Assemblée nationale et Bordeaux, votre présence ce soir donne l'énergie d'avancer. Alors, cette réforme constitutionnelle, pour revenir, parce que je disais qu'elle avait été interrompue par les affaires, cette réforme constitutionnelle est inédite parce qu'elle permettra aux parlementaires que je suis de déposer une proposition de loi qui permettra de lancer une expérimentation territoriale. À l'époque, le président Nicolas Sarkozy avait permis cette expérimentation, et si l'expérimentation était concluante, elle pouvait être généralisée sur tout le territoire. Ce que le président de la République propose, et ce qui avait été annoncé lors du pacte girondin à Talence, va beaucoup plus loin. C'est que si l'expérimentation réussit, elle peut être maintenue à l'échelle d'un territoire. Et je vais prendre un exemple. La viticulture. On a eu un débat récent sur les étiquettes
certains voulaient mettre sur les étiquettes interdit de boire du vin pour ceci, pour cela, tellement bien qu'on transformait nos magnifiques étiquettes, j'étais hier au Château Palmer pour le lancement des vendanges, en véritable arbre de Noël. Laissons porter par la filière la politique de prévention en matière de lutte contre la dictologie, à l'alcool. Faisons confiance aux filières. Et ça, c'est tout à fait l'illustration de ce qui est possible d'être mené en termes d'expérimentation. Également, sur le sujet de la viticulture, j'ai beaucoup entendu sur le sujet du glyphosate. Le glyphosate, jamais aucun gouvernement ne s'est engagé aussi clairement pour la sortie du glyphosate sous 3 ans. 3 ans, alors que nous n'avons pas aujourd'hui, où je vous parle, toutes les solutions. C'est extrêmement stimulant en termes d'innovation, mais c'est extrêmement anxiogène d'un point de vue économique pour nos viticulteurs. Donc oui, il faut sortir de la chimie le plus vite possible, on est tous convaincus, et je vois un certain nombre de viticulteurs dans la salle qui sont engagés dans ce combat de la sortie des produits phytopharmaceutiques. Je ne connais personne qui est bras ballants, mais sans compromettre le modèle économique. Et sur ce sujet aussi grave que la sortie du glyphosate, on ne peut pas faire ce procès-là au gouvernement qui est au combat. Et la preuve, depuis des décennies, personne n'avait pris l'engagement législatif de la sortie des néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, c'est interdit depuis quelques jours. La mesure a été rapide. Je rappelle, ça fait 1 an que nous sommes aux responsabilités. Alors, il est clair que nous sommes dans un monde où tout va beaucoup plus vite. On ne peut plus faire un pas sans être sur les réseaux sociaux ou autres. Mais j'en appelle à la responsabilité de chacun, parce qu'à agiter les peurs ou à lancer un certain nombre de spéculations malveillantes, les extrêmes sont aux portes. Et les extrêmes attendent impatiemment l'enjeu des élections européennes qui est dans quelques mois. On y est. Alors que les solutions sur des sujets comme le glyphosate sont européennes. Je vais prendre un autre exemple qui m'a mobilisé au cours de cette année parlementaire. Le sujet du réchauffement climatique, l'érosion. Soulac-sur-Mer encore, cher Thierry. Le sujet emblématique du Signal, qui est un des premiers immeubles au monde qui va être englouti par les eaux. Parce que, érosion dunaire. La solution passera par l'Europe, là aussi, en termes de financement. Les élus que nous sommes devons avoir le courage de dire ce que l'Europe paye. Et d'ailleurs, je me réjouis, à travers le projet de territoire qui a été choisi du parc naturel régional, de ce magnifique outil qui permettra de capter, au-delà de fonds régionaux, du soutien de l'État, mais surtout, cher Henri, des fonds européens. Et nous avons besoin d'Europe, particulièrement sur nos territoires ruraux. Les fonds LEADER et les fonds FEDER sont une manne importante. Je parlais tout à l'heure de la mission hydrogène. Il y a des crédits importants dans le plan Juncker pour l'investissement sur nos territoires. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors, pour revenir aux sujets plus locaux, le sujet du Signal. Ça fait combien d'années que le dossier est drainé? Ça fait plus de 4 ans. En 4 ans, bon, j'arrive, quelques mois, personne n'avait réglé l'affaire. En 1 an, nous avons obtenu avec le ministère de la Transition écologique et solidaire une enveloppe de 3 millions pour le désamiantage. D'ailleurs, je me rendrai mardi avec le préfet de région pour une opération de lancement de cette opération de désamiantage qui visera à réensabler pour qu'on puisse désamianter tranquillement sans risque avec l'entreprise dans les prochains mois. Ça sera mardi. Cette action a été lancée par le préfet de région après une négociation avec
le ministère de la Transition écologique et solidaire au mois de juin. Après un an de travail, Camille. Des réunions, je crois, toutes les semaines. À peu près. La suite arrive. On ne pouvait pas continuer sans avoir la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a dit quoi? Le Conseil d'État nous a dit l'érosion dunaire ne rentre pas dans le cadre du fonds Barnier. Circuler, il n'y a rien à voir, on ne paiera pas un centime. Je suis en train d'obtenir de Bercy un protocole amiable qui permettra d'indemniser les copropriétaires. Personne ne doit être lésé dans cette histoire. Quand je fais venir le ministre du Budget sur nos terres médocaines, en effet, c'est pour parler de tous ces sujets. C'est pour parler de l'amendement que je déposerai dans le projet de loi de finances, puisqu'à l'automne, vous savez, quand on est à la commission de finances, on est plutôt mobilisé sur le projet de loi de finances. Je déposerai un amendement pour encourager les viticulteurs à sortir de la chimie. Aujourd'hui, nos viticulteurs bénéficient d'une exonération de la contribution économique territoriale. 95% des viticulteurs ont lancé des mesures en faveur de l'environnement. Il y en a un petit nombre qui ne fait rien. Je proposerai dans le projet de loi de finances qu'on encourage ceux qui font, parce que je préfère les faiseux aux diseux. Et donc la proposition et l'amendement que je défendrai au projet de loi de finances sera le maintien de l'exonération de la contribution économique territoriale, non pas pour le bio, parce qu'on ne sait pas quel sera le modèle, tout ça est compliqué, mais pour toutes les personnes qui ont lancé des mesures en faveur de l'environnement dans nos châteaux, pas que médocains, ce sera une mesure nationale, parce que oui, on est les élus de la nation, nous ne sommes pas des super conseillers départementaux. Vous ne m'avez pas vu couper beaucoup de rubans. Le travail est à Paris. Quand je vais discuter avec Henri Savaro au ministère de la Transition écologique et solidaire pour défendre un certain nombre de sujets en faveur de la chasse populaire, c'est pas ici que ça se fait. Même si je prendrais beaucoup plus de plaisir à travailler ici. C'est à Paris. C'est à Paris que nous travaillons sur les solutions du futur. C'est à Paris qu'il y a des solutions. C'est à Paris que je suis le lobbyiste, comme je l'ai vu dans le Sud-Ouest tout à l'heure, des plages, du vin, du Médoc et de la chasse. Et oui, c'est à Paris que cela se passe. Mais ma présence ce soir ici est là pour confirmer, asseoir cet ancrage local qui est nécessaire. Et on a beaucoup parlé ce soir d'innovation, l'hydrogène, tout ce qui est fait en termes de sortie de la chimie pour la viticulture. Je crois que le Médoc est un territoire, et c'est le slogan que j'ai mis sur la newsletter que vous recevrez dans les prochains jours. Le Médoc est un territoire de tradition et d'innovation. C'est ce qui fait la force de notre territoire médocain. Et j'insistais sur cet ancrage local, messieurs les élus. Je vais vous faire une annonce ce soir, je vois qu'il y a Sud-Ouest dans la salle. J'ai lancé à Paris, avec mon collègue député de Bagnères de Bigorre, un cercle de réflexion girondin. Un outil de travail pour justement peser et faire valoir toutes les mesures qu'on vient d'évoquer ensemble. Parce qu'on est plus fort dans un collectif. L'esprit de clocher, c'est fini. Nous sommes aujourd'hui dans une stratégie à l'échelle d'un bassin de vie. Et je parle sous couvert du président du Pays Médoc. Je rêve d'une aglo-médocaine forte à côté de la métropole. Parce que nous avons la chance d'être à côté, aux portes de la métropole bordelaise. C'est une force. Certains territoires sont beaucoup plus enclavés. Donc, je suis heureux de vous annoncer ce soir que je lancerai, et je lance dès ce soir, parce qu'on a travaillé déjà ensemble, un rassemblement des élus du Médoc, loin des chicayas politiques, mais pour un territoire qui permettra de rassembler toutes les forces qui partagent les valeurs d'innovation que j'évoquais, de tradition, et les valeurs républicaines. Parce qu'on est plus fort à plusieurs. Et par leur présence
ce soir, les élus confortent ce projet de territoire que nous devons mener ensemble. Mais pas que. Nous devons mener ce projet avec vous chasseurs, entrepreneurs, enseignants, agriculteurs, présidents d'associations, et casser toute cette vieille politique, parce que certains habitus sont en train de revenir, et il ne faudrait pas qu'on aille vers un troisième tour, comme on en a parlé pendant les fameux mouvements sociaux avec les cheminots. Le sujet du revenu universel, il a été tranché, c'était 6%. Benoît Hamon a fait 6%. Ne remettons pas ces sujets sur la table. Quand le président de la République annonce hier le revenu universel d'activité, il conditionne les droits à des devoirs. Le devoir de se réinsérer. Un emploi proposé, 2 emplois proposés, stop. Aujourd'hui, je connais les difficultés des entrepreneurs, des industriels, des viticulteurs à trouver de la main-d'œuvre. Nous ne pouvons pas continuer avec les vieilles recettes des années 90. Bien sûr que la solidarité nationale doit continuer, mais pour ceux qui sont en difficulté et qui sont dans un véritable parcours d'insertion. C'est tout cet esprit, c'est dans cet esprit que nous travaillons à Paris, au même titre quand on souhaite relancer le pouvoir d'achat. On nous dit le pouvoir d'achat, c'est sûr qu'en ce moment on n'en voit pas trop les effets. D'ailleurs, je le dis, il y a une mesure par rapport à la CSG vis-à-vis des retraités qui était prévue dans le programme, c'était une mesure intergénérationnelle. Ça serait une erreur politique majeure, une erreur politique, une faute politique et une faute morale de ne pas pénaliser, en tout cas, excusez-moi, les retraités vis-à-vis de l'inflation. Parce que oui, les retraites doivent suivre l'inflation. Ça me paraît tellement évident. Donc, dans le projet de loi de finances, nous aurons des périodes de tension, des vrais choix politiques à faire. Et vous pouvez compter sur mes convictions et mon engagement pour défendre tous ces dossiers que je viens d'évoquer avec vous. Et il faut aussi parler de la taxe d'habitation, messieurs. La suppression de la taxe d'habitation. C'est une mesure qui va donner du pouvoir d'achat. Sous 3 ans, 80% des Français seront exonérés de la taxe d'habitation et dans 4 ans, visiblement, suppression totale. Avec compensation intégrale pour les collectivités, vous le savez, vous avez eu les dotations cette année, donc là aussi, il ne faut pas tomber dans l'agitation ou les spéculations malveillantes. Cette mesure sera intégralement compensée et permettra de lancer une réforme fiscale majeure. Et je le dis, moi qui suis girondin, je vais mettre un peu de jacobinisme dans mes propos. Je pense que pour distribuer du revenu universel d'activité, il n'y a pas besoin d'élus. Ce sujet doit être géré par les services de l'État. Sur des sujets aussi graves que l'égalité républicaine, il n'y a pas besoin d'intermédiaires, de boîtes aux lettres. Ce millefeuille aujourd'hui nous coûte trop cher. Donc oui, faisons confiance au territoire, mais sur les vrais sujets territoriaux. Certains sujets relèvent de l'État. Et si nous souhaitons un État fort avec de la régulation, un État protecteur, nous devons aussi faire confiance en l'État, mais l'État avec une parole forte. Pas un État qui promet et qui ne fait jamais. Un État qui tient ses engagements. Alors, le chantier est énorme. Déjà 1 an. Il reste 4 ans pour transformer, continuer l'action. J'ai eu un peu de répit cet été, très peu.
Et j'ai lu le livre de Bertrand Favreau, La passion de la République, Georges Mandel, député sur notre Médoc. Et j'ai envie avec vous ce soir de terminer sur une citation de Georges Mandel que je trouve plutôt adaptée à la période. Aux heures de crise, c'est page 31 pour ceux qui ont le. D'ailleurs, je le recommande. Aux heures de crise, le tempérament et le courage seuls commandent. La première condition du redressement français, c'est de faire des hommes. J'entends des hommes de volonté et de caractère. Georges Mandel, qui fut un grand député du Médoc, et je trouve que cette phrase est très à propos. Donc je terminerai mes propos sur l'activité parlementaire, cette rentrée parlementaire, sur cette citation. Je serais heureux de vous retrouver à l'extérieur pour un moment de convivialité où, d'abord, je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe parlementaire qui a permis de monter cette soirée ce soir. Je vais leur demander de me rejoindre. Camille, qui est la parisienne de l'étape. Virginie, qui est la médocaine de l'étape. Aurore Picardo. Aurore. Elle est partie. Ah oui, bien sûr. Elle accueille encore, il y a encore du monde qui arrive. Elle est en cuisine. Oui, parce que la réalité ce soir, pour vous faire quelques confidences, c'est qu'on a fait un programme culinaire très médocain. Huîtres de Talé. Brûlis médocain. Fromage de Monsieur Sarès à Blanquefort. Noisetine de Blénian et cannelé des îles. Voilà. Donc, Aurore était à la manœuvre sur tous ces sujets. Et pas que. Puisqu'Aurore a la lourde responsabilité d'être plutôt garante du bien-être. En tout cas, elle a la lourde responsabilité de gérer l'agenda du député. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Et également Nathalie. Où est Nathalie? Elle est partie aussi. Donc, Nathalie qui est repartie. Donc, une équipe parlementaire mobilisée. Alors, dans la réforme constitutionnelle, j'ai évoqué l'expérimentation, puis on va partir, manger un petit bout quand même. Il y a un vrai sujet, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Alors, non pas qu'on n'ait plus besoin des suppléants. On ne supplée pas les suppléants. Par contre, aujourd'hui, nous sommes 577 députés, l'objectif est d'atterrir à 400, avec un seuil de 100 députés élus nationalement à la proportionnelle, parce que, en effet, quand on travaille sur une spécialité, il est plutôt confortable parfois de rester 100% du temps à Paris, compte tenu de l'importance des sujets, même si je crois, et vous l'avez compris, que je suis un homme de territoire et que je suis très attaché à cet ancrage territorial. Donc, c'était clair, il y a trop de députés à mon sens. Je ne vais pas viser personne, mais les territoires sont plutôt inégalement répartis d'un point de vue géographique. Quand on est député du Médoc, on fait 800 km par semaine. À peu près, je crois que j'ai explosé le compteur. Donc, en effet, il y a un vrai sujet d'égalité quelque part d'un territoire à l'autre. Donc, je pense que d'abord, cette attente est importante parce qu'un Parlement peut fonctionner à 400, la machine peut fonctionner à 400, et dans un contexte de raréfaction de l'argent public, le parlementarisme doit être exemplaire et doit en effet s'adapter à la société dans laquelle nous vivons. Et là, je fais confiance à Richard Ferrand pour moderniser l'Assemblée nationale, parce que Richard est, comme moi, un homme de territoire, un breton. On ne tiendra pas rigueur aux Bretons de la séquence avec les bonnets rouges. Je disais avant-hier que les bérets noirs seraient sans doute beaucoup plus allants sur le sujet de la taxe transit poids lourd, que j'appelle de mes voeux, pour financer justement
les routes, les infrastructures ferroviaires et le fluvial maritime. Voilà. La suppléante qui sillonne, et qui sillonne surtout dans le Nord-Médoc de l'Espar à Soulac-Béatrice. Donc merci Béatrice pour ta présence ce soir en Sud-Médoc. Mais le Médoc est un et indivisible. Hein, c'est l'article 1 de la Constitution. La France est une et indivisible. Le Médoc est un et indivisible du nord au sud. Cette année c'était dans le sud, l'année dernière c'était dans le nord. L'année prochaine nous reviendrons, ou peut-être sur la côte, du côté, je vois beaucoup de canolés dans la salle, peut-être que nous ferons une excursion plutôt sur le littoral. Vive la République, vive la France et vive le Médoc. Peut-être avant d'aller à l'extérieur, on va dire un mot parce qu'il nous invite dans ces lieux magiques. Et l'ensemble des maires, je les invite à nous rejoindre aussi, parce qu'il est important que les maires, maillons essentiels de notre territoire médocain, soient identifiés de tous, et les adjoints. Pas de protocole. Ravi de vous accueillir à toutes et à tous à la Fédération départementale des chasseurs. Je vais être très bref parce que j'ai entendu le menu. Comme vous, la seule chose qui manque, je suis convaincu que malgré la qualité de l'estuaire que tu as souligné, nous n'allons pas boire que de l'eau de l'Anquiron. Alors, ici, moi, plusieurs motifs pour accueillir Benoît. C'est un ami, c'est pas un secret. C'est un ami avec qui nous avons eu des passages difficiles. Et donc, je crois que c'est dans la difficulté, souvent, que se forge l'amitié. Et puis ensuite, être ici, sur ce domaine, vous savez, la chasse, elle est ni de droite, ni de gauche, elle est en marche pour le plaisir de nos adhérents. Et donc, c'est pour ça que c'était sympa de vous accueillir ici. Pour certains, c'est une découverte. Et pas vous parler de chasse aujourd'hui parce que les canelés seraient cramés, mais vous êtes sur un territoire qui rassemble très brièvement un peu la vie et les richesses médocaines. Ce territoire, nous l'avons acheté il y a une quinzaine d'années, à la fin du XVIIIe siècle. C'était le terrain de chasse de la famille Loto. Ils venaient chasser à la Bécassine, ici. Il a été un territoire viticole, et puis le phylloxéra a emporté tout cela en 1930. Ensuite, il est devenu la culture principale médocaine d'une valeur qui a un peu disparu, de l'artichaut. Il y a eu le territoire, il y a eu beaucoup d'artichauts cultivés ici, l'artichaut de Mâcon, c'était à Ludon, mais c'était là. Et ensuite, eh bien, il a subi l'assèchement et puis mise en culture, maïs et puis tout ça. Lorsque nous l'avons acheté, nous l'avons remis en eau en respectant le plan d'origine de la famille Cruz et Loton. Nous avons signé un partenariat avec des éleveurs locaux, ce qui nous a permis de voir des bovins à l'entrée d'excellente qualité. Et donc nous sommes installés ici. Alors, si je dis cela, c'est parce que je conclurai de cette façon. Benoît m'a beaucoup aidé, nous nous sommes beaucoup battus pour la chasse. Et nous continuons. Et pourquoi? Parce que je crois que sur notre territoire girondin, il y a la métropole bordelaise avec son million d'habitants, et puis aussi il y a des territoires sur l'ensemble de notre département qui est immense, dans le sud du département, dans la pointe, où quelquefois, eh bien, l'activité cinégétique est le seul loisir de certains habitants. Ils n'ont pas les moyens d'aller passer les vacances aux Seychelles ou d'aller skier à Courchevel. Et donc, nous essayons de les occuper, et nous essayons de les occuper avec des missions de service public. Il ne faut pas que vous tamponnez un sanglier en rentrant chez vous. Pour maintenir en bon état, tant que faire se peut, la production forestière, pour pas que les cerfs arrachent tout. Et puis aussi travailler, vous savez, chez nous,
En Gironde, je le dis souvent, parisiennement, il s'appelait Borloo. Quand il était ministre, on m'avait dit répétez-me-le. En Gironde, le smicard chasse avec le PDG, l'infirmier chasse avec le chirurgien, et puis le petit-fils chasse avec le grand-père. Et dans une société qui veut cliver, qui veut mettre des cases, je crois que le rassemblement, on a parlé de vieux systèmes, eh bien cette chose-là mérite d'être soulignée. Voilà, donc ravi de vous avoir ce soir. Bien évidemment, vous avez des inscriptions pour le permis de chasser à la fin. Et puis, on ne manquera pas même de faire une séance de formation spéciale en marche si vous êtes assez nombreux. Merci et ravi d'être avec vous. Alors, côté liquide, pour répondre à la question, j'ai fait un certain nombre de choix. D'abord, le choix du cœur. C'est le château Paloumeil, et je remercie le propriétaire qui vient de reprendre le flambeau, Pierre Cazeneuve, de sa présence ce soir. Le choix du cœur, c'est Ludon, et puis Pierre est investi, comme de nombreux viticulteurs, pour justement avoir des bonnes pratiques, et donc je crois que le minimum est de les soutenir dans leur engagement. Ensuite, le deuxième choix que j'ai fait, c'est le château Ségur, à Parempuire, parce que c'est une commune de la métropole qui est aussi sur la viticulture, et c'est une propriété familiale qui a été, comme le château Paloumeil d'ailleurs, lourdement frappée par l'épisode de grêle, puisque vous savez que tout le Haut-Médoc a été traversé par un courant météorologique assez extraordinaire. Ça a fait aussi partie des chantiers sur lesquels on travaille avec le ministre de l'Agriculture et le ministre du Budget sur un certain nombre de mesures de soutien, notamment sur l'aide à l'assurance dans le cadre de la politique européenne pour que les viticulteurs puissent continuer à bénéficier de soutien massif. Voilà, donc Château Paloumeil, Château Ségur, et sur le rosé, je dois dire, comme je suis un élu national, j'ai plutôt regardé dans l'Est par fidélité à ma collaboratrice parisienne qui nous vient du Gard. Voilà, bonne soirée à tous.